Moi, j'avais une première question pour le professeur Montagnier. On a vu dans le film de très nombreuses antennes radar sur les châteaux d'eau. Je sais que vous êtes sensible au thème de l'eau. Est-ce que vous avez une idée de l'incidence que ça peut avoir sur l'eau, pour le coup? Je ne sais pas, on n'a pas mesuré. Ce que j'ai noté, c'est que le champ magnétique, électromagnétique est beaucoup plus intense pour les antennes de télévision par rapport aux antennes portables, n'est-ce pas? Donc les antennes de télévision, les relais de télévision sont très puissants. Alors ceci dit, on travaille dans un domaine où il n'y a pas de proportionnalité forcément avec l'intensité, n'est-ce pas? On peut très bien avoir un effet d'un portable à 1 mètre plus important qu'auprès de votre oreille. Ça a été montré chez DERA, notamment pour augmenter la perméabilité hémato-encéphalique, c'est-à-dire entre le cerveau et le sang. Donc, ça n'est pas proportionnel à l'intensité. Il faut bien mesurer que c'est très compliqué et qu'en plus, nous sommes chacun des antennes individuelles qui varient suivant l'individu, mais aussi avec le temps, avec le climat, etc. Donc, nous sommes en présence de choses très complexes. Et moi, ce que je propose, c'est plutôt de mesurer, si vous voulez, dans la personne, ces effets. Parce qu'on a maintenant des tests. Il y a l'encéphaloscan, il y a mes mesures de signaux électromagnétiques, il y a le stress oxydant. Donc on a des mesures des effets biologiques sur la personne. Et donc on peut peut-être trouver justement les raisons de ces maladies. Alors je vous propose de passer les micros dans la salle. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions ou qui ont des remarques ou qui veulent s'exprimer, vous levez la main, le micro va venir jusqu'à vous. Voilà, si on peut avoir un deuxième homme micro. Voilà, parce qu'il y a 2 micros. Voilà, il y a une question tout au fond de la salle. On vous écoute, monsieur. Bonjour, bravo à toute l'équipe du film. Et puis pour tous ces témoignages, je crois qu'à titre personnel, je vais changer mon comportement avec les portables, ce que ma femme me répète depuis des années. Donc je vais en prendre graine. J'ai une question très simple. Je dois signer un compromis pour acheter une propriété cette semaine. Et il y a une antenne relais GSM à 100 mètres. Alors qu'est-ce que je dois faire? L'acheter, ne pas l'acheter, transformer cette maison en cage de Faraday? Un avocat pourrait prendre la question, peut-être. Oui. Revendez-la tout de suite. Appelle la question de la distance à laquelle les antennes relais sont nocives de façon certaine. Bon, je vais peut-être répondre par rapport à cette question. En fait, la question de la distance par rapport aux antennes relais, c'est une fausse idée. Parce que si vous voulez, le problème, c'est la puissance à laquelle elles rayonnent. Il vaut mieux qu'elles soient proches, mais qu'elles rayonnent très peu, plutôt que loin, qu'elles rayonnent beaucoup. Ça, c'est un premier aspect. Second aspect, si vous avez le temps au niveau de votre délai concernant le compromis ou quant à la période où vous pouvez mener l'enquête, c'est interroger les riverains, s'il y en a. Comment ils se sentent. Vous pouvez aussi éventuellement, si vous le pouvez, ça peut être d'ailleurs intéressant, de la même façon qu'on a maintenant des bilans énergie avant l'achat de toute maison, on pourrait faire des bilans et rayonnement avant l'achat de toute maison, histoire de vérifier par exemple quel est l'environnement de cette maison, quel est son environnement électromagnétique, que ce soit dans les basses fréquences, donc celles liées au réseau électrique, ou que ce soit dans les hautes fréquences, c'est-à-dire celles liées à l'environnement téléphonie mobile, Wi-Fi, etc. etc. Et ça permettrait en tout cas d'avoir une idée a priori, une première approche de ce que serait cet environnement et de ce que serait, du coup, votre exposition chronique de faible intensité en vivant en permanence dans cette maison. En tout cas, ce n'est pas un élément de valorisation immobilier. C'est certain. Alors, oui, pour ne continuer, signez pas demain. Alors pour continuer, là vous parliez des antennes relais, mais en Grande-Bretagne, suite aux études, notamment l'étude Draper qui est sortie en 2005, qui concerne le risque de leucémie infantile associé à la distance de résidence d'une ligne à très haute tension, donc là on est spécifiquement avec les réseaux basse fréquence, 50 Hz et ainsi de suite. Donc il y a eu une crise immobilière dans toutes les maisons qui étaient à moins de 100-150 mètres des lignes à très haute tension. Et la dernière info en date, elle est toute récente, elle date d'il y a une semaine aux Pays-Bas. Donc le gouvernement a pris la décision, en tout cas s'est engagé à acheter un certain nombre de maisons qui sont au plus proche des lignes à très haute tension. Donc ce qui permet comme ça, c'est une façon de faire de l'expropriation douce, ou en tout cas de la reconnaissance d'une nuisance environnementale causée par la présence des lignes à haute tension, en tout cas par le fait d'habiter à côté. Donc là aussi, en tant que citoyen, quiconque nous sommes, n'oubliez jamais que nous avons un décret en France qui existe, qui interdit
de construire sous des lignes à très haute tension. Ce décret doit être signé par les préfets de chaque département. S'il n'est pas signé, il n'est pas appliqué. Et donc, à chaque fois que vous voyez des constructions qui ont lieu sous des lignes à très haute tension, premièrement, elles sont en infraction avec une loi virtuelle, et deuxièmement, ça ne va pas être super pour les habitants. Bonsoir et merci pour ce film. J'ai une question. Moi, en fait, je suis devenue électrosensible suite à une vaccination. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Oui, voilà, bien sûr. comme ça on vous voit. Vous êtes magnifique en plus. Si. Bonsoir. Oui, voilà. En fait, suite à une vaccination, j'ai vraiment été extrêmement malade, alité durant 3 ans, des douleurs articulaires, musculaires. Et mon électrosensibilité, ma chimicosensibilité est arrivée après ça. Et en fait, moi, je discute avec énormément de gens électrosensibles et chimicosensibles et de nombreux cas similaires. En fait, j'observe de nombreux cas similaires. Et en fait, je suis surprise de ne pas voir davantage de médecins, de professeurs soulever ce problème, en fait, et vraiment pouvoir, en fait, j'aimerais que les gens soient capables, enfin les professeurs, les chercheurs, les médecins, tout ça, soient capables de faire le lien entre la vaccination et voilà, et ce que ça engendre au niveau du terrain, du système immunitaire, tout ça, et justement, après, divers désordres qui se rajoutent à ça. Voilà, c'était tout simplement ma question et elle s'adresse surtout au professeur Luc Montagnier. Merci. Bien, alors je me sens responsable pour répondre en premier, mais je n'ai pas votre solution totalement, n'est-ce pas? C'est simplement des hypothèses. C'est vrai qu'on peut faire peut-être des liens entre des sources de stress, des sources d'inflammation d'origine diverse. Nous sommes exposés, c'est vrai, aux ondes, nous sommes exposés davantage aussi à la pollution chimique, aux vaccinations, un peu plus pour les enfants. Donc, est-ce que tout ceci ne s'ajoute pas? C'est un peu ma théorie, c'est qu'il y a addition de facteurs qui sont d'origine diverse, mais qui tous ont un dénominateur commun au niveau biochimique. C'est la formation de radicaux libres, le stress oxydant. Et donc, peut-être, ce qui vous est arrivé, c'est la création d'un stress oxydant qui s'est ensuite maintenu, parce que le stress oxydant, par exemple, au niveau de la muqueuse intestinale, la fait souffrir. Il y a des bactéries qui peuvent passer dans le sang. Certaines de ces bactéries peuvent aussi passer dans le cerveau à cause de la chute de la barrière hémato-encéphalique. Donc, il y a une sorte de cercle vicieux qui s'installe. Et je pense que vous devriez faire des mesures de stress oxydant qu'on pourrait compenser peut-être par des antioxydants, des prises d'antioxydants assez long terme. D'ailleurs, c'est un peu le cas de certains électrosensibles que vous avez eu à traiter. Ils sont très améliorés par des produits antioxydants, n'est-ce pas? Notamment l'extrait de papaye. Tout à fait. Alors, si vous voulez, nous, en radiologie, on connaît bien le problème puisque on injecte régulièrement de l'iode aux patients qui permettent de faire des diagnostics. Et il arrive malheureusement que certains patients soient allergiques à l'iode, alors que l'immense majorité ne l'est pas. Donc ces problèmes, si vous voulez, d'allergie sont très connus et nous sommes très sensibilisés par cela. Alors c'est vrai que l'encéphaloscanner, en fait, est un examen très, très sensible, mais peu spécifique. Et en fait, lorsqu'on trouve des problèmes d'oxygénation cérébrale, donc d'hypoxie cérébrale, et c'est constaté par l'encéphaloscanner, évidemment, le fait de ne rien trouver d'autre, comme l'expliquait le professeur Bellepomme pendant le film, c'est-à-dire pas d'autres soucis au niveau des IRM et des scanners, qui sont des examens morphologiques, eh bien, si vous voulez, on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi. Et comme vient de le dire le professeur Montagnier, évidemment, ces stress oxydatifs provoquent une hyperviscosité du sang, et cette hyperviscosité du sang provoque une mauvaise vascularisation du tissu cérébral. Et il est effectivement, lorsque on propose aux patients des produits qui sont extrêmement favorisant l'oxygénation, comme les extraits de papaye, eh bien, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une amélioration de la vascularisation, puisqu'en fait, c'est un problème fonctionnel et pas un problème anatomique. Ce n'est pas une artère qui se bouche, c'est un problème de contenu, c'est la qualité du sang qui se modifie. Et effectivement, à la suite d'un traitement de 3 mois de papaye à très forte dose, eh bien, on trouve une amélioration
de la vascularisation du cerveau. Est-ce que les personnes qui sont électro-hypersensibles peuvent lever la main, qu'on se rende compte de la population qui est... Allez, même les timides, levez la main. Merci. Et quels sont ceux qui, parmi vous, qui connaissaient les examens faits par le professeur Lebar, là, par exemple? Donc, quand même, loin de... Oui, c'est à peine un tiers. Hein. Donc, déjà, vous aurez appris ce soir quelque chose d'assez essentiel. Oui, mais je dis, voilà, il y a des tas de gens, à un moment donné, dans leur métier, dans leur fonction, se positionnent et font changer les choses. Mais c'est encore une fois, c'est vrai, pour se regrouper, il faut être très actif. Parce que je crois quand même que finalement, c'est quand même à nous, et surtout à nous, de changer les choses. Bien sûr qu'il faut aller voir les politiques, bien sûr qu'il faut faire... mais c'est à nous. C'est nous qui allons changer si nous déjà on change et que nos enfants, on les éduque dans ce sens-là. Parce qu'au final, si on passe son temps à attendre que les politiques changent et que tout change, ça ne va pas se faire tout très vite, finalement. Hein. Donc il faut vraiment que nous, on s'active et on se positionne au quotidien. Alors, on a parlé tantôt qu'une des sources que la source réelle est le stress oxydatif, et vous avez mentionné des éléments de solution. Et ça, c'est très important parce que c'est ça j'imagine qu'on recherche le plus. Et vous avez parlé d'antioxydants. Est-ce que vous avez des études concrètes, des cas précis où vous avez vu, avec la prise d'antioxydants, une nette amélioration dans la santé des gens et une diminution des symptômes? Oui, je crois que si le professeur Bellepomme était là, il pourrait en parler, mais peut-être le professeur Lebar peut en dire quelques mots. Mais allez-vous d'abord, professeur, pour les antioxydants. Oui, je crois qu'effectivement, des hypersensibles ont été améliorés par un traitement de 3 mois avec un extrait de fruits fermentés qui s'appelle Immunage et qui a été donc utilisé d'abord à l'insu des patients. Et à la fin de l'essai, ils se sentaient tellement mieux, ils ont demandé « Mais qu'est-ce que vous avez donné ?» Et on leur a expliqué à ce moment-là. Donc c'est un espoir, effectivement. Je ne dis pas que ça va marcher dans tous les cas, mais c'est vrai que les personnes hypersensibles, à mon avis, sont, d'après ce que j'ai vu dans le film, il y a eu un passage brusque, elles seraient plus vers un état de souffrance bien plus important. À un moment donné, ça pouvait encore être toléré, puis après, ça devient intolérable. Donc il se passe quelque chose dans l'organisme alors que l'exposition est constante, n'est-ce pas? C'est toujours la même. Donc il faut penser qu'il y a donc dans l'organisme quelque chose qui s'est passé, peut-être une inflammation, un passage de bactéries, car, bon, moi je connais aussi les radiations électromagnétiques, mais de très basse fréquence. C'est de la fréquence autour de 50 à 100 Hz qui déclenche, ou même 7 Hz qui déclenche ces phénomènes. On a un phénomène de résonance au niveau d'ADN de bactéries ou de virus, et donc on a une énorme amplification de particules qui sont probablement de l'eau, qui circulent dans le sang, de l'eau structurée, et qui vont amplifier le message génétique du micro-organisme. Donc il se peut très bien, alors ça dépend d'où vient cette bactérie, probablement soit de la gorge, soit de l'intestin, et donc il y a une sorte d'amplification d'un système d'infection chronique latente, et qui va donner un certain nombre de dégâts, des arthrites, des problèmes cérébraux, etc. Et donc qui s'apparente aussi à l'effet des radiations. N'est-ce pas? Donc peut-être, il y a en plus des radiations de haute fréquence, un effet des basses fréquences qui circulent également et qui sont parfois d'ailleurs bien des portables. Les portables ont des fréquences de régulation de basse fréquence, il faut le savoir. Évidemment, les fabricants ne le disent pas, mais ça existe. Donc il faut penser qu'il y a toute une échelle de radiation, même de très faible énergie, qui peuvent faire des dégâts à long terme. Donc là aussi, il faut donc travailler, faire de la recherche et éliminer ces bactéries, par exemple, par des traitements antibiotiques de longue durée, ce qui est contraire, bien sûr, aux normes actuelles médicales. Mais par rapport aux antioxydants, donc tout est à voir encore, si je comprends bien. Là. Il y a vraiment du travail à faire, puis des études à faire pour tester et voir l'efficacité. Oui, absolument. Il faudrait faire un institut de recherche, n'est-ce pas? On ne demande pas aux politiques de trouver toutes les solutions, mais ils peuvent, eux, quand même, créer un institut de recherche. Mais il faut commencer par ne pas nier le problème. C'est ça le problème auquel on sort dans la recherche dite officielle, c'est-à-dire que
on nie les problèmes parce que ça nous ennuie. Alors c'est comme ça qu'on est arrivé à des tas de scandales, le sang contaminé, l'hormone de croissance, certains vaccins, etc. On va toujours tomber sur des scandales en France parce qu'on veut nier le problème au maximum. Et c'est seulement quand la marmite saute, le couvercle saute, qu'on va s'occuper. Mais c'est déjà trop tard. Or là, justement, il faudrait faire des instituts de recherche qui vont prévoir les facteurs d'environnement qui explosent. Et il suffit, là, bien sûr, les radiations électromagnétiques, c'est une addiction. On ne va pas les supprimer du jour au lendemain. Tout le monde a une certaine addiction aux moyens de communication actuels, parce que c'est tellement commode. Mais il y a des effets à long terme dangereux, et notamment pour les enfants. Donc je répète aussi ce qu'a dit le professeur Belpaume dans le film. Attention, pour les femmes enceintes, ne pas s'exposer, même à des radiations faibles venant d'ordinateurs, etc. Je viens du Japon. Au Japon, les femmes japonaises achètent des sortes d'écrans protecteurs de l'enfant dans l'utérus. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de prévention à faire, au moins à ce niveau-là, n'est-ce pas? On ne peut pas empêcher des adultes de jouer avec les radiations, mais au moins qu'on protège les nouvelles générations. Car là, on peut avoir des catastrophes. Ce qui est vraiment terrible, c'est l'inflammation. Et en fait, les traitements antioxydants, et si on a des traitements antioxydants actuellement qui sont extrêmement puissants, dont parlait le professeur Montagnier, en particulier les extraits papaye, eh bien ces antioxydants diminuent l'inflammation. Ce qui explique qu'on a une amélioration de la fluidité du sang et donc une meilleure oxygénation du cerveau, ce qui fait qu'à l'encéphaloscanner, on a une meilleure oxygénation et les patients disent que cliniquement, ils sont mieux. Et en fait, ces antioxydants, mais à dose très concentrée et très puissants, sont des traitements qui sont extrêmement efficaces, même s'ils ne sont pas, si vous voulez, suffisants, puisqu'effectivement, ils ne protègent pas contre cette hypersensibilité, mais protègent contre les conséquences de cette hypersensibilité. D'accord. Merci pour ces réponses conjuguées. Monsieur, on vous écoute. Oui, bonsoir et encore bravo pour ce moment et cette réalisation. Et j'espère qu'on en aura encore beaucoup comme ça, parce que ça permet d'appuyer des recherches et d'aider à ce que certaines situations qui sont critiquées par ailleurs soient enfin mises au grand jour. Ma question, elle était par rapport aux chiffres qu'on a entendus, et que je rebondis sur ce que le professeur Montagnier vient de dire, sur le fait que les femmes étaient plus touchées sur les problèmes d'électrosensibilité que les hommes, puisqu'on a entendu un rapport de 1 à 2. Et donc, par rapport aux risques à venir, et en termes de protection des futures générations, on a aussi évoqué les risques d'exposition pendant la grossesse. Alors, première question, est-ce qu'on a une réponse à pourquoi les femmes sont plus sensibles que les hommes? Et puis, en termes sur le plan clinique, quelles sont les conséquences éventuellement qui pourraient être mesurées, envisagées à court, moyen terme sur les nouvelles générations? Alors, qui répond? Professeur Diozède. Oui, alors je vais vous faire une réponse, celle qui correspond un peu à ce dont je m'occupe. C'est-à-dire, on sait par exemple que les femmes sont beaucoup plus touchées par la maladie d'Alzheimer que les hommes. On sait également que la sclérose en plaques touche davantage de femmes que d'hommes. On sait aussi, d'ailleurs, que la sclérose en plaques n'existe pas quasiment dans les pays du Maghreb. Donc, il y a vraiment de quoi faire des études épidémiologiques pour comprendre quel est le delta, quelles sont les différences entre ce qui se passe dans ces pays et ce qui se passe dans nos pays. On sait également que la sclérose en plaques est davantage une maladie nordique, que les pays du Nord sont beaucoup plus touchés donc, que les pays du Sud. Alors, en ce qui concerne les femmes, moi qui m'occupe des incompatibilités donc, aux matières, mais ce n'est pas parce que je suis chirurgien dentiste que je ne m'occupe que des dents. Je m'occupe aussi beaucoup des bijoux, par exemple. Et je vois des choses qui sont véritablement spectaculaires. Je vois des choses qui sont à marcher sur la tête. Notamment, par exemple, quand une femme a une incompatibilité à une alliance en or.
et qu'elle porte cette alliance. Non, mais le problème, c'est que vous riez, mais c'est pas du tout le symbolisme du mariage, parce que tout le temps, on fait ce genre de comparaison. Non, en fait, si vous voulez, vous avez des femmes qui ont des incompatibilités au métal, hein, c'est physique, c'est-à-dire, c'est une réalité physique. Voilà, dès que vous enlevez l'alliance, il y a une amélioration de santé qui est spectaculaire, qui a marché sur la tête. Il faut le voir, ça, voilà. Ça peut être aussi des incompatibilités, par exemple. Vous savez que les femmes portent toujours des bijoux, des boucles d'oreilles, etc. Alors la question que je pose, et vraiment, donc, il me semble avoir la réponse au vu de ce que je fais tous les jours, toute la journée, puisque je ne fais que ça. Voilà. Je me demande si, en fait, si les femmes sont davantage électrosensibles, c'est parce qu'elles font, avec les matières qu'elles ont sur elles, comme le dit le professeur Bellepomme, elles font antenne, hein, ces matières, et donc elles sont davantage sensibilisées aux champs électromagnétiques environnementaux. Voilà. Voilà ce que je pense. Et ça aussi, c'est un chemin qui serait intéressant d'éclairer, d'essayer de comprendre. Pour le second volet de la question, par rapport par rapport à ce qu'évoquait le docteur Diozède, en fait, c'est assez fréquent dans la population, qu'on soit homme-femme, mais c'est assez fréquent d'être incompatible ou d'avoir en tout cas un parasitage électromagnétique avec l'or et avec l'argent. Donc deux métaux relativement communs, et pourtant, moi c'est mon cas par exemple, on a fait des tests, c'est avec l'argent que je vais avoir une incompatibilité. Bon, je n'avais pas d'or sur moi ce jour-là, désolé. Bon, en tout cas, on avait de l'argent, on a pu faire le test. Après, ça demande aussi à tester par rapport à quel composant, quel mélange, qu'est-ce qu'il y a comme métal mélangé avec l'argent, etc., etc. Donc, il faut vraiment, à chaque fois, ça ouvre des champs de recherche entiers. Donc, pour compléter pour répondre au second versant de votre question sur la question des enfants ou des effets à long terme, aujourd'hui, il y a 2 études qui sont sorties, enfin, elles sont sorties depuis 3 ans, hein, mais il y a 2 études qui sont disponibles qui sont assez intéressantes. Pour moi, le problème, il ne concerne plus le risque de la mise en évidence d'un risque de tumeur du cerveau lié au téléphone mobile. Ça, c'est démontré, c'est amplement démontré, et c'est démontré depuis 3 ou 4 ans. Une question aujourd'hui, par contre, qui est cruciale d'avoir conscience, c'est que ce qui se passe en termes de pollution électromagnétique, de pollution générale et de pollution électromagnétique en particulier, dans le ventre de la femme enceinte, induit quelque chose, modifie le développement de l'organisme à l'intérieur, modifie le développement de l'embryon. Et ça a un effet en termes de développemental, sur les années qui suivent. Et donc la première alerte, elle date de 2009. C'est une étude qui est sortie dans Epidemiology, qui est une des revues un peu à la pointe là-dessus. Enfin, c'est une revue sérieuse, comme on dit. Et extrêmement intéressante. Ils ont mis en évidence le fait que par rapport à des enfants qui manifestent des troubles du comportement ou des troubles de l'attention à l'âge de 7-8 ans, il y avait une augmentation du risque de les présenter. Ils ont étudié donc dans ce sous-groupe différents facteurs de risque. Et il y a une sur-augmentation du risque de manifester des troubles de l'attention quand sa maman a téléphoné avec le téléphone portable alors que l'enfant était dans le ventre de sa mère. Okay, et ça, c'est ce qui est super intéressant de cette étude. Donc, comme on dit, c'est une étude exploratoire, c'est la première qui sort, il faudra en faire d'autres pour être sûr. C'est que quand ils testent le facteur de risque hérédité, la corrélation n'apparaît pas. Quand ils testent le facteur de risque tabac, la corrélation n'apparaît pas. Alcool, c'est la même chose. Ça apparaît uniquement quand ils testent la corrélation téléphone mobile. Premier point. La même année, il y a une étude qui sort faite par Persinger, un Canadien, où lui, il a étudié des rats et des bébés rats. Des ratons, je crois on dit. Et donc, c'est intéressant, donc il expose des rats en gestation. Il y a un groupe témoin et un groupe exposé. Donc il y a un groupe qui n'est pas exposé, un groupe qui est exposé. Et une fois que les bébés rats naissent dans le groupe qui est exposé, on tue tout le monde et on fait des dissections et on vérifie le cerveau. Et donc en fait, ce qu'il est apparu, c'est qu'il y a une concentration de neurones moins importante d'un point de vue anatomique au sein du cerveau des bébés rats qui ont été exposés dans le ventre de leur mère. C'est-à-dire qu'il y a un effet dans ce qu'on appelle la neurogénèse. Il y a une influence dans la façon dont le cerveau se fabrique son circuit. C'est-à-dire qu'exposé dans le ventre de la mère, il y a une modification de la façon dont on se câble le cerveau. C'est ce qui apparaît avec des bébés rats. Et cette étude-là, elle sort la même année où on a cette première étude, premier signal d'un risque induit sur le développement d'un enfant 7 ans plus tard. Voilà, c'est des éléments de réponse pour votre question. Donc là, pour moi, de toute façon, l'urgence aujourd'hui, c'est ça. Hein. C'est femmes enceintes et enfants, ça c'est clair. Il y a d'autres
il y a d'autres urgences en termes de santé publique, c'est par exemple la prise en compte du risque électromagnétique ou du risque de maladies professionnelles liées à la pollution électromagnétique au sein des populations, que ce soit les électroniciens, les informaticiens, les gens qui bossent dans l'électricité. C'est depuis 1994 qu'on a les études les plus solides qui sont sorties là-dessus. Celle que je cite dans le film, c'est 250 000 personnes, dont 180 000 personnes d'EDF qui ont été étudiées avec là aussi deux études. C'était une équipe de 35 personnes qui bossaient là-dessus et c'était cofinancé par EDF et des opérateurs Hydro-Québec et Ontario Hydropower qui étaient donc des opérateurs des compagnies électriques canadiennes. Donc le risque statistiquement au niveau des grands chiffres, il est montré, quoi. D'accord, merci. Bonsoir. Donc moi, dans ma famille, on est principalement intoxiqués aux métaux lourds sur 3 générations. Ma mère 75 ans et mon neveu 13 ans. Donc dû aux amalgames dentaires et à un allaitement effectivement qui a transmis ces métaux lourds aux enfants sans qu'ils d'amalgame en bouche. Donc moi j'ai ma sœur qui est sur Lyon, qui est intoxiquée aux métaux lourds, qui est électrosensible, qui ne peut pas venir parce qu'elle passe en tête chez elle pour l'instant. Qui s'interroge beaucoup sur sa capacité à retrouver sa capacité cérébrale, sa mémoire, tout ça, sur les années à venir. Elle est très inquiète, elle a 50 ans, et donc elle se demande vraiment si un jour elle sera à nouveau avec une mémoire en bon état, si elle pourra retravailler, parce qu'elle ne travaille plus depuis 1 an et demi. Donc voilà. D'accord, donc pour Dr Diosette en particulier, si vous pouviez passer le micro. Oui, je vous remercie de votre question sur les métaux lourds, parce que c'est une question tout à fait intéressante. La question que je vous renvoie, quand vous dites que vous êtes intoxiqué aux métaux lourds, c'est vous ou votre sœur? C'est ma mère, mes 2 sœurs, moi-même, voilà. mes Alors, neveux, ce que je avec voudrais... des analyses qui ont été faites en Allemagne, puisqu'actuellement en France, il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc vous avez fait des analyses avec le laboratoire Microtrace. Exactement. Voilà, et on vous a trouvé, donc, vous a dit que vous étiez intoxiqué aux métaux lourds et notamment au mercure. Voilà. Alors, je vais vous dire quelque chose là-dessus. Il y a une sorte de psychose, de névrose avec ces histoires de métaux lourds. Parce que, qu'est-ce que c'est la réalité? Quand on regarde l'étalonnage du laboratoire Microtrace, par exemple, pour le mercure, ils disent qu'il faut que ce soit inférieur à 1. Non. Inférieur, si, d'abord, je ne fais que ça. Laboratoire Microtrace, mercure, taux normal, normalité, inférieur à 1. Or, je n'ai jamais rencontré de personne qui avait moins de 12, 15, voilà. J'ai moi-même subi une chélation, j'avais 30 de mercure. Voilà, j'avais 30, c'est-à-dire, quand j'ai reçu le papier, je me suis dit, mon Dieu, mais je vais mourir, j'ai 30 fois la dose. C'est comme si, pour le cholestérol, si la dose c'était 2, c'est comme si j'avais 60 de cholestérol, c'est-à-dire, c'est un peu l'effet que ça fait. Alors, à mon sens, le problème des métaux lourds, effectivement, si vous avez des doses énormes, vous pouvez faire une chélation, c'est sûr, mais la chélation, il faut qu'elle soit bien menée, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Je ne crois pas trop aux chélations avec la chlorella ou avec tous ces produits, parce que ça me semble relativement inefficace. Donc c'est le DMSA, c'est le DMPS. Ce sont des traitements qui sont lourds, qui sont longs, qui sont onéreux. Et donc oui, éventuellement, parfois, il faut les faire, mais avant de les faire, il faut être sûr réellement de ce qu'on fait et de ce qu'on va faire. Voilà. Et après, je vais vous dire quelque chose. Mon avis là-dessus, c'est que quand on fait une chélation pour les métaux lourds, par exemple, au cours de la chélation, on enlève les amalgames. Voilà. Et très souvent, on confond le fait d'avoir enlevé l'effet électromagnétique de l'amalgame avec le fait d'avoir enlevé du mercure du corps. L'amélioration, souvent, et croyez-moi, madame, elle est due au fait d'avoir enlevé les amalgames et non pas le mercure du corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, alors j'ai ma sœur qui a commencé par enlever, donc elle est sur Lyon, elle est soignée par un dentiste qui est sur Lyon, donc avec des protections qu'il faut, les masques de charbon, etc., pour enlever ses amalgames. Elle a fait très peu de chélation parce qu'elle a commencé par les amalgames. Son dentiste lui a enlevé tous ses amalgames, tous ses couronnes. Donc elle va mieux, néanmoins elle est toujours électrosensible encore. Mais elle va mieux. Elle va mieux, elle va beaucoup mieux. Et donc elle a été aidée aussi par la méthode NAET. Je ne sais pas si vous connaissez. Tout à fait, mais la méthode NAET, c'est une excellente méthode. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. J'en profite, docteur Diosette, pour vous poser la question. On voit dans le film cet extrait qui est tout à fait spectaculaire d'une patiente qui retrouve une amplitude quasiment double, simplement
parce qu'on lui enlève une couronne. Mais l'effet disparaît aussi rapidement que ça, en une demi-heure? Pardon? L'effet... Oui, l'effet, c'est pas une demi-heure. L'effet, c'est en 3 secondes. C'est en 3 secondes. C'est en 3 secondes, c'est instantané. Je fais ça toute la journée, tous les jours. On a filmé d'autres personnes. Hein. Monsieur Billien a filmé d'autres personnes, mais on n'avait pas le temps de les mettre, qui étaient tout à fait aussi spectaculaires. C'est quelque chose de... Je ne comprends pas comment des choses comme ça, professeur, ne se savent pas. Ça devrait être... tout le monde devrait le savoir. La solution pour ces choses-là, et encore une fois, ce n'est pas parce que c'est une couronne. L'autre patient qu'on avait filmé avec M. Billien, qui s'appelait Franck, il était dans un état, mais encore pire que Mme Francioni, que cette dame. Et lui, c'était un composite. Il avait une incompatibilité à un composite sur une dent de sagesse du haut. Dès qu'on lui a enlevé ce composite, immédiatement, il a été complètement débloqué. Il a été débloqué. Débloqué avec les mêmes tests et tout, il a été complètement débloqué. Ce qui fait qu'en fait, c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs types d'électrosensibilité. Il y a l'électrosensibilité aux ondes, etc. et tout, mais il y a aussi une électrosensibilité aux champs photoniques dégagés, comme l'explique le professeur Biderian dans le film. Toute matière émet un rayonnement électromagnétique. Et encore une fois, ce n'est pas une histoire, parce qu'on a beaucoup parlé de quantité. Voilà, par exemple, Maxence Laillé, tout à l'heure, disait si on mettait des relais plus proches les uns des autres, peut-être que ce serait mieux. Mais à mon sens, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question qualitative. C'est-à-dire c'est une question qualitative et de susceptibilité personnelle. Voilà, et comme le disait le professeur Montagnier, cette susceptibilité, elle n'arrive pas toute seule, c'est-à-dire elle fait partie de tout un kaléidoscope de choses, hein, d'infections personnelles, il se passe plein de choses. Ce n'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Et d'ailleurs, pour finir, moi je teste souvent des matières qui sont très proches. Vous avez 2 chromes cobalt qui sont tous les 2 des chromes cobalt, mais qui ne sont pas faits par le même fabricant. Il y a des différences qui sont infimes, et pourtant l'effet est complètement différent. Pour finir, pour faire une analogie, je vais faire l'analogie avec les allergies. Vous avez quelqu'un qui est allergique, parce qu'en fait, ça relève un peu de la même chose, même si ce n'est pas médicalement la même chose. Vous avez des gens qui sont allergiques au poil de lapin. Ils sont allergiques au poil de lapin et pas au poil de chat. Ça veut dire quand ils rentrent dans une voiture où il y a eu un lapin, même 15 jours avant, ils commencent à éternuer, à avoir les yeux qui rougissent et à se sentir pas bien. Voilà. Mais il faut savoir que vous avez des gens qui sont allergiques à certaines races de lapins. Oui, mais c'est comme ça, vous riez, mais c'est ça. Tout ça pour vous dire, et pas à d'autres. Par exemple, le lapin angora est moins allergisant que le lapin de Garenne. Vous voyez, alors, quel est, au niveau de l'allergène, la différence, le delta entre un lapin angora et un lapin de Garenne? C'est rien du tout. Ce qu'il faut comprendre avec le fonctionnement du corps humain, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'intérêt pour les travaux du professeur Montagnier, c'est qu'en fait, on n'est pas sur des histoires de dose. La dose, c'est fini, ça. On est sur des histoires de qualitatives. Un rien du tout, l'insignifiant, peut abattre quelqu'un qui pèse 80 kilos. L'information suffit. L'information suffit. Monsieur Devant. Bonjour, je m'appelle Stéphane. J'ai travaillé pendant une année dans les liaisons interbâtiments en radio et laser entre 2007 et 2008. Donc parlez bien dans le micro. Avec les collectivités. Et bon, c'est pas pour les particuliers, c'est pour l'entreprise, mais ça agit de la même façon que les antennes relais. Et la première fois que je suis monté sur un toit d'un bâtiment HLM, parce que les antennes relais sont plus souvent dans des bâtiments HLM, avec mon chef, je lui ai demandé s'il y avait une protection pour nous, parce que je sentais mon corps vibrer du haut en bas, et même mon chef, et je lui ai dit, écoute, on part d'ici, on descend tout de suite, on va demander une protection près de la mairie, parce que c'était impossible de rester avec cette vibration qu'on avait. Et je plaignais les gens qui habitaient en dessous, même de l'autre côté, parce que les liaisons laser, c'est juste un faisceau, c'est comme la fibre optique, donc ça joue pas au niveau de l'humain, mais les liaisons radio, même si ce sont des ondes, donc au fur et à mesure qu'elles s'éloignent, elles sont moins fortes. Comme il y a plusieurs de pylônes autour des antennes, des fois 5, 6, voire plus, je me disais, mais les gens qui vivent en dessous, je les plains. Parce que là, je vais mettre cette relation avec l'eau.
là je parle des travaux du professeur Marc-Henri, José Texera et bien d'autres, c'est qu'on est sommes composés à 99% d'eau, en molécules et pas en masse, et que autour de ces molécules d'eau, il y a un champ vide, et ce champ vide capte les champs électromagnétiques et qui s'échange avec d'autres molécules d'eau par les liaisons d'hydrogène. Et je me dis, mais ces gens qui sont comme nous, les êtres hydriques, sont bourrés par ces champs électromagnétiques des antennes, et je les plains vraiment. Donc peut-être que le professeur Montagnier, lui, a repris les travaux du professeur Feuk-Jabenveis, peut nous répondre par rapport à ces molécules d'eau, ces liaisons d'hydrogène pour ces personnes. Qu'est-ce que ça fait au niveau du cerveau? Oui, c'est peut-être encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire que bon, on a de l'eau normale, mais aussi de l'eau structurée. Et on ne sait pas le pourcentage qui peut varier aussi de facteurs divers, génétiques, environnement, etc. Donc je ne sais pas si on peut relier ça avec l'eau, mais vous parlez des radiations laser. C'est de la lumière. Alors ça, c'est intéressant parce que dans l'échelle des radios électriques, les gigahertz, etc., et il y a donc les terahertz, puis l'infrarouge, puis ensuite le visible. Et effectivement, on peut imaginer une sorte d'échelle fractale, si vous voulez. On peut avoir des phénomènes qui se répètent à différentes fréquences. Vous voyez, c'est encore plus compliqué. On peut partir des fréquences très basses, arriver à la lumière et au-delà, et avoir des effets analogues ou qui peuvent s'ajouter. Mais c'est très compliqué. Enfin, je pense qu'il faut être très prudent. On peut pas être, disons, très définitif dans tous ces phénomènes. Simplement constater qu'il y a des effets biologiques et essayer de les traiter. Alors moi, j'interviens parce que ça fait longtemps que je voulais dire. Je répondais à Émilie qui parlait d'une électrosensible qui se disait guérie. Je voulais dire, c'est pas si simple que ça. Je suis aussi électrosensible. Je connais des gens qui essayent le traitement du professeur Bellepomme. Certains, effectivement, s'améliorent, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Et je voudrais dire, c'est un parcours du combattant. Il ne faut pas croire qu'on se guérit comme ça, qu'il y a peut-être des antioxydants, etc. Mais ce n'est pas si simple que ça. Certains, il y a des choses qui marchent, pour l'autre c'est autre chose, et je vous dis que c'est un parcours du combattant. Donc il vaut mieux que de moins en moins de gens le soient et que la quantité de champs électromagnétiques baisse. Voilà, et ça c'est le plus important. Voilà. Oui,